Bonjour à tous, rebonjour pour ceux que j'ai croisés au stand de GRDF. Merci de votre présence pour cette conférence sur les solutions bas carbone. Donc je vais d'abord commencer par me présenter. Donc moi je suis Linda Ben Abdelmoumen, je suis responsable du pôle efficacité énergétique et aménagement au sein de la région Île-de-France. Et GRDF, en quelques mots, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes le principal distributeur de gaz en France. Aujourd'hui, ce sont 11 000 collaborateurs qui travaillent tous les jours pour assurer la distribution du gaz pour nos 11 millions de clients, pour leur permettre de se chauffer et de se cuisiner. Et de cuisiner, pas de se cuisiner, grâce au gaz et au gaz vert. Et donc, avant de démarrer le sujet sur les solutions bas carbone et notamment la PAC hybride collective, on va faire une perspective sur l'évolution du gaz en 2030 et 2050. Mais avant de se lancer dans le futur, on va peut-être faire un point sur l'état du gaz aujourd'hui. Aujourd'hui, le gaz, c'est 40% des besoins de chaleur en France. Donc, c'est une place assez considérable pour le secteur du bâtiment. On a un enjeu collectif sur ces consommations en gaz. Excusez-moi. Notre enjeu collectif, bien évidemment, c'est de réduire ces consommations énergétiques et notamment les consommations en gaz avec un objectif de 32% de réduction des consommations en gaz d'ici 2030 sur une base partant de 2020. Pour ça, on a différents leviers. Les leviers mis à disposition que vous connaissez déjà. Il y a le premier levier de sobriété énergétique où on va à la fois agir sur notre comportement, mais aussi optimiser les installations existantes qui peuvent nous amener jusqu'à 10% de réduction des consommations. On a tout l'aspect rénovation du bâtiment, que ce soit en résidentiel ou en tertiaire. Et pour le coup, on a tout un dispositif réglementaire au travers du DPE, de la RE 2020, du décret tertiaire, qui nous incite à accélérer justement à la fois cette réduction de consommation, mais aussi de décarbonation. Et enfin, on a les changements de système et notamment l'hybridation sur lesquels on reviendra avec Monsieur Correa et Monsieur Correller pour vous donner un petit peu plus de détails sur le sujet. En parallèle de cette baisse de consommation dans le bâtiment, notre objectif, c'est de faire avancer la production de gaz vert actuellement dans le réseau de distribution. Aujourd'hui, on a 3% de gaz vert dans le réseau de distribution. Ça peut paraître anecdotique, voire rien. On le verra, c'est l'équivalent d'une tranche nucléaire. Et cet été, on aura l'équivalent de 2 tranches nucléaires. Donc c'est une source d'énergie renouvelable dont on ne peut pas se passer aujourd'hui. Si on fait une projection à 2050, donc là vous avez un graphique qui représente pour 3 jalons clés l'approvisionnement en gaz et la consommation en gaz du secteur du bâtiment et des autres secteurs. L'objectif, c'est bien évidemment de réduire de 60% les consommations en gaz du secteur des bâtiments d'ici 2050 et de s'assurer que le gaz qui sera consommé par les bâtiments soit du gaz vert. Donc personne n'a froncé les sourcils quand j'ai parlé du gaz vert. Peut-être que vous avez déjà entendu parler du gaz vert. Le gaz vert, c'est un des moyens pour garantir notre souveraineté énergétique. Vous le savez, on a vécu une crise géopolitique assez importante. Et la mobilisation et la résilience des infrastructures gazières nous ont permis de démontrer la place indispensable du gaz dans le mix énergétique. Le gaz vert, c'est issu aujourd'hui de la méthanisation. C'est un procédé assez simple finalement. Vous mettez des déchets agricoles, vous les laissez fermenter et vous allez récupérer le gaz issu de cette fermentation. On a une croissance exponentielle de production de gaz vert avec une prévision de 650 sites de méthanisation et un potentiel de 11 tranches nucléaires dès 2030. J'insiste sur ce parallèle et puis je vous laisse aussi faire le parallèle avec la durée qu'il a fallu pour monter certains EPR. Comment on va produire ce gaz vert ? Les sources, elles sont assez diversifiées. Elles ne viendront pas que du secteur agricole, bien évidemment. Elles viendront également de la pyrogazéification, mais aussi des sources hydrogènes.
Et la cible, alors ce n'est pas un pari qu'on a sur les sources de gaz vert, c'est une projection réelle et on pense, on aura une capacité de 420 TWh en termes de sources de gaz vert qui permettront d'arriver aux 100% de gaz en 2050 et qui seront au-delà finalement des besoins en consommation qu'on a même aujourd'hui en gaz. Et maintenant, le gaz, quelle est sa place dans la construction neuve ? Beaucoup, au sortir de la RE 2020, ont entendu dire le gaz, c'est terminé. Eh bien non, le gaz, ce n'est pas terminé. Au sein de GRDF, ça fait depuis 2 ans qu'on a constitué un observatoire RE 2020. Observatoire qui a été notamment réalisé à partir de 70 études réalisées par 40 bureaux d'études. Je vous le dis pour vous démontrer la robustesse de cet observatoire. C'est un moyen aussi pour nous de voir le positionnement des solutions gaz par rapport à toutes les autres solutions, chauffage urbain, bois, Pakelec. C'est systématique quand on fait un accompagnement chez GRDF. C'est de vous permettre un choix éclairé, un choix énergétique éclairé. Et cet observatoire nous permet de faire 3 constats aujourd'hui. Le premier constat, c'est que les solutions hybrides passent les seuils 2025 de la RE 2020. Donc ça, c'est le premier point et c'est important. Sur les seuils 2022, vous pouvez continuer à positionner des solutions 100% gaz, mais dès 2025, il va falloir hybrider les solutions, donc avoir des solutions gaz et LEC, pour pouvoir passer les seuils. Dans certains cas, il va falloir renforcer le bâti pour permettre de passer ces seuils, et je ferai un focus tout à l'heure. Et enfin, un point non négligeable sur la partie coût d'investissement, les solutions hybrides s'avèrent compétitives, notamment par rapport à des solutions 100% PAC. Donc, vous pouvez continuer à réaliser ou à proposer des opérations en gaz qui respectent les seuils 2025 de la RE 2020. Je vais faire un petit focus sur l'indicateur qui a le plus titillé finalement toute la profession lors de la mise en œuvre de la RE 2020. C'est l'IC Énergie, avec la forte volonté de décarboner clairement le bâti. Et donc dans le cadre de cet observatoire, on a regardé l'ensemble des indicateurs RE 2020 pour tous les bâtiments, pour, je vous ai dit, un panel assez complet de solutions. Et là, je vous ai mis en évidence le positionnement des solutions gaz face à des solutions 100% ELEC. Donc c'est l'IC Énergie. Et on regarde comment se positionnent ces solutions par rapport à l'IC Max. Le constat, il n'y a pas de nouveauté, c'est que les chaudières individuelles ou collectives 100% gaz ne passent pas le seuil 2025. C'est tout ce que vous avez en violet au-dessus. Maintenant, quand on regarde les solutions hybrides, on constate que passer d'une solution hybride d'un usage à 2 usages permet de décarboner de plus en plus et de se trouver proche des solutions 100% PAC. Donc voilà, ça c'est un exemple concret de résultats qu'on vous partage et qu'on peut également partager et même approfondir. Et si vous voulez avoir positionnement d'autres solutions comme le chauffage urbain, c'est possible en termes de visibilité sur comment se positionnent ces solutions 100%, ces solutions hybrides. Donc je vous ai parlé des perspectives du gaz. Le gaz est indispensable au mix énergétique. Ce gaz se verdit. Donc quand on me dit le gaz c'est fini, ma réponse c'est oui. Le gaz fossile c'est fini. On passe au gaz vert. Et cette transition, on l'a réalisée depuis 10 ans. Ça veut dire que le premier site qui a injecté dans le réseau, il a 10 ans. On n'a pas attendu la RE 2020, on n'a pas attendu la planification écologique, on n'a pas, on savait qu'on devait tendre et verdir ce gaz. Donc ça, c'est un élément important à prendre en compte. Les solutions hybrides permettre de passer les seuils 2025 de la RE 2020. Et donc là, ce que je vous propose, c'est d'écouter le témoignage de Monsieur Correa, directeur général adjoint de Care Promotion, et de Monsieur Correler, directeur de Care Expert, sur la réalité terrain de ces solutions hybrides, comment promoteurs et bureaux d'études réfléchissent à ces systèmes énergétiques et comment elles sont mises en œuvre et pourquoi on choisit de mettre en œuvre des solutions hybrides. Merci Linda. Donc rapidement une présentation de Care Promotion et pourquoi on intervient ici dans le cadre de cette tour de table. C'est effectivement notre entité créée il y a 6 ans développe des opérations résidentielles sur l'Île-de-France, en Normandie et en Rhône-Alpes. Et on a souhaité dans la création de notre structure de porter un nom qui a du sens et donc qui tient compte de nos valeurs, notre ADN. Donc Care Promotion, le souhait et la volonté en tout cas de créer des produits de qualité
pour des clients sur le long terme et aussi d'intégrer dans la production nos impacts à l'échelle développement durable, à l'échelle quartier. Et donc, c'est moi qui la zapette. Et donc effectivement, on a, bien avant la crise sanitaire, travaillé avec des bureaux d'études, Médéco et Visea pour travailler sur un référentiel santé qui va intégrer différentes problématiques, dont le confort thermique notamment, dont également la cohésion sociale, la qualité de l'air, des thèmes qui sont nécessaires pour qu'effectivement apporter du bien-être aux résidents dans leur logement. Et finalement, ce référentiel se transforme en label grâce à un prestataire qui est un certificateur indépendant et qui va effectivement, on s'engage. L'objectif, c'est que nos engagements, ils tiennent, ils soient réalisés à la phase conception, à la phase de réalisation, et c'est notre certificateur qui le valide et qui lui appose sur le label à la terme de l'opération. Dans l'aspect social, un élément important, il y avait ce matin une présentation sur effectivement ce qu'était la santé dans le logement, et notamment au regard de ce que désigne comme étant la santé l'OMS, c'est-à-dire un bien-être social, sociétal et physique et psychique. Et donc, on a intégré non au pied d'immeuble des espaces de coworking qui permettent aux gens de se croiser, d'échanger, de télétravailler ensemble. L'espace de coworking en bas, c'est un lieu de télétravail en pied d'immeuble qui répond à toutes les normes en vigueur pour télétravailler dans de bonnes conditions et qui permettent d'offrir à nos clients un espace de communication entre eux. Et Care-Expert va se présenter, puis après on va parler du projet qu'on a bien sûr travaillé ensemble en commun. Merci François. Donc, bonjour à tous, Jean-François Corollaire. Moi, je suis l'heureux créateur du bureau d'études Care-Expert. Bureau d'études dans le nom duquel j'ai voulu mettre en avant mes origines bretonnes. Je te pique la zapette, pardon. Donc on est organisé en fait en quatre pôles. On fait la thermique, l'acoustique et la CV. On réalise également la partie fluide, électricité, la partie certification environnementale, et il y a une quatrième brique qui est arrivée après l'impression du kakémono, c'est celle de l'économie de la construction, parce qu'effectivement l'économie ça reste quand même le nerf de la guerre. On est certifié par l'OPQBI, on est membre fondateur de l'association BBCA. Et donc notre objectif à nous, c'est d'essayer de résoudre le Rubik's Cube de la construction et de la réglementation dans la construction. Pour ça que je vous parlais du pôle thermique et acoustique, c'est parfois il y a des produits qui sont très bien thermiquement, mais qui ne sont pas très bien acoustiquement. On en parlera un peu plus tout à l'heure. Voilà, donc je laisse la parole à nouveau à François pour présenter l'opération. Donc l'opération sur laquelle on a travaillé, c'est une opération à Mantes-la-Jolie, située dans centre-ville urbain, à 500 mètres de la collégiale de Mantes-la-Jolie, une opération de 77 logements en accession libre, réalisée par Christian Plateau, architecte. Et cette opération, en fait, depuis la RE 2020, alors on a pris cet exemple-là, puis on a travaillé ensemble sur ce dossier-là, mais depuis la RE 20, on se pose plein de questions sur les solutions énergétiques qu'on va mettre en œuvre. Effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, Linda, le fait que dans notre esprit, on a compris rapidement qu'il fallait passer tout le gaz dans notre élec. Bon, et puis après, on a quand même creusé un sujet, et on s'est rendu compte que c'était pas la réalité, et que surtout les solutions 100% élec, elles sont pas évidentes, parce que en creusant un peu, on se rend compte que la filière n'est pas tout à fait prête. À la fois les industriels, maintenant il faut commander les packs avant de démarrer le chantier pour les avoir à livraison. C'est quand même un peu particulier en ce moment. On a aussi les entreprises, les installateurs qui sont en train de former leurs équipes, mais qui ne sont pas encore en adéquation avec ce système-là. Et puis il y a surtout, nous, ce qu'on souhaite, on l'a dit tout à l'heure en introduction, c'est construire pour les occupants et pour le long terme, et donc pour la pérennité des ouvrages. Et effectivement, il y a en plus le mainteneur qui va prendre le relais derrière. Et là aussi, on se rend compte déjà aujourd'hui sur les chaufferies gaz classiques, comme quoi c'est difficile, et que même si on est très exigeant avec eux, mais on n'a pas la main forcément, on se rend compte que c'est un point vraiment délicat, et ce qu'on souhaite, c'est que ça fonctionne sur le long terme. Donc c'est pour ça que sur cette opération-là, finalement, l'hybridation, c'était une bonne solution. Et Jean-François, vous détaillez pourquoi c'est une bonne solution. Moi, je vous donne la vision du maître d'ouvrage. Effectivement, 1, la pérennité, 2, les impacts à minimiser à la fois en été et en hiver par rapport aux occupants et au fonctionnement, et puis à la fois aussi par rapport aux impacts acoustiques dont tu vas parler, parce que c'est vraiment un sujet prégnant, à la fois pour les personnes déjà présentes, l'environnement proche, donc ne pas apporter des bruits complémentaires à ce qui existe déjà dans leur quartier, et puis aussi pour nos occupants, nos futurs habitants. Et donc là, sur ce plan masse, donc on voit le bâtiment avec 2 corps de bâtiment, côté rue et côté arrière, qui sont reliés entre eux deux. Et puis on voit une petite coupe sur le toit, avec finalement on a créé une maison sur le toit pour installer les packs,
Et heureusement qu'on avait moins de besoin de PAC grâce à la solution hybride. Sinon, ça aurait été encore un ouvrage plus compliqué pour effectivement atténuer, installer nos baffles anti-acoustiques, enfin, pour atténuer effectivement le bruit par rapport au voisinage proche. Je te passe le relais. Merci. Donc d'un point de vue technique, donc il y a plein de choses à dire en fait sur l'hybridation. Je pourrais en parler des heures. Malheureusement, on a un délai qui est assez court. N'hésitez pas. Moi, je vais rester encore une petite demi-heure sur le stand de GRDF pour boire un café, un verre d'eau. Donc si vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas. Donc l'idée, on s'est posé la question de pourquoi hybrider. Déjà, en fait, le réseau gaz, il est bien dimensionné, enfin, il est correctement dimensionné, il est bien maillé. Souvenez-vous, cet hiver, on nous a demandé de faire des économies d'énergie parce que le réseau électrique risquait de saturer. Ça, c'est pas moi qui l'invente, c'était ce qui a été dit cet hiver. Il y a un sujet aussi qui est lié à la puissance, parce que finalement, en gaz, la puissance est facile à obtenir. C'est-à-dire qu'on a un réseau de gaz, derrière, on va mettre une chaudière de 120, 130, 150 kg, ça, ce sera simple. Ça marchera à chaque fois, ce qui n'est pas le cas de l'électricité. Pour avoir de la puissance électrique, il faut des diamètres plus importants, il faut avoir un transformateur à proximité, il faut que la puissance électrique soit disponible. Et ça, c'est des contraintes assez fortes. L'avantage de l'hybride, c'est l'investissement est plus faible. Bon, c'est quand même, je vous parlais du nerf de la guerre de l'économie de la construction. Il y a l'acoustique, évidemment, parce que moins il y a de PAC, moins il y a de bruit. Et surtout, en fait, l'hybridation, c'est quand même quelque chose qu'on sait faire parce qu'il y a une chaufferie gaz avec un appoint des packs ou même un appoint des packs, une base en pack et un appoint par les chaufferies. Et il y a quand même un sentiment assez rassurant, c'est que les packs à l'heure actuelle en logement, c'est quand même très très nouveau. On parlait de la maintenance. Maintenir des packs, il y a encore très très peu de mainteneurs qui sont capables de le faire. Alors, il y a quand même des inconvénients à l'hybridation. Il faut trouver une place pour la chaufferie, il faut trouver un conduit de fumée, il faut ramener le gaz. Au sujet de la maintenance, alors là, j'aurais pu mettre maintenance point d'interrogation. La vraie question, mais ça on n'a pas encore la réponse, c'est est-ce que si on a une chaufferie et une PAC, le prix de la maintenance va être double? Alors certains disent oui, d'autres disent non. A priori, ça peut être la même personne, si elle est formée, qui fait et la chaufferie et la pompe à chaleur. Un autre inconvénient, c'est le poids carbone du gaz. Alors là, je vais vous parler du poids carbone réglementaire du gaz, parce qu'effectivement, on a parlé tout à l'heure de la méthanisation. Il y a Carbone 4 qui a sorti une étude disant que le poids carbone du biogaz, c'est 44 grammes. Sauf que ce poids carbone-là n'est pas valorisé dans le moteur de calcul, enfin dans la réglementation. Et oui, je tiens aussi à vous alerter par rapport à des effets de seuil, c'est-à-dire que là je vais vous présenter ce projet-là, peut-être que s'il avait fallu plus de puissance gaz ou plus de puissance PAC, tantôt j'ai besoin d'une voire deux PAC, forcément quand je suis entre les deux, tout de suite il y a des résultats qui peuvent être exacerbés, il faut être vigilant. Pensez aussi à la réalité du rendement, parce que donc, nous on est bureau d'études thermiques, on vérifie la conformité réglementaire d'un projet. Donc en gros, on modélise, on appuie sur un bouton, et quand on appuie sur le bouton, on nous dit ça marche. Bon, très bien, mais on n'a fait que 20% finalement de l'opération. Derrière, il faut décrire le système, rédiger des CCTP, il faut aussi qu'il y ait un installateur qui réalise toute la chaufferie, et après, il faut que ce soit maintenu. Donc c'est vraiment, voilà, il y a toutes cette petite brique qui doivent être mises bout à bout pour que ça fonctionne. Et surtout dans les avertissements par rapport à l'hybride, c'est vrai qu'on arrive avec des schémas hydrauliques qui sont beaucoup plus complexes que ce qu'on avait l'habitude de faire en chaufferie gaz classique. Alors, concernant l'opération de demande, je vais aller très vite. Alors, il n'y avait pas de réseau de chaleur urbain à proximité, parce que ça, c'est vrai que généralement, les promoteurs n'ont pas trop le choix de se raccorder à un réseau de chaleur. S'il est propre, tant mieux. Des fois, c'est pas le cas, donc ça, c'est un peu dur, avec parfois des frais de raccordement qui sont quand même parfois très déraisonnables. Au niveau de l'isolation, on est en isolation par l'intérieur. Alors, on a un traitement renforcé du plancher bas. Voilà, je vous ai tout mis, je vais un petit peu vite. Il y a un point sur lequel je voulais insister, c'est ici, voilà, les façades sont classées de 30 à 38 dB. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des voies classées à proximité, donc il y a du bruit ambiant. Alors ça, c'est pas une bonne nouvelle pour les occupants, mais c'est une bonne nouvelle pour nous, pour le traitement acoustique de la PAC. C'est-à-dire que plus il y a de bruit,
moins on entend la PAC. Voilà, donc d'un point de vue traitement acoustique, c'est facilité. Un sujet également, on n'a malheureusement pas le temps d'en parler, mais c'est l'ACV, l'analyse de cycle de vie du bâtiment. On n'a parlé que de l'IC énergie. Il y a aussi l'IC construction, c'est-à-dire le poids carbone du bâti, où on est parti sur des fiches qui sont individuelles. Donc on a sélectionné des matériaux entre guillemets bas carbone qu'il ne faudra surtout pas varianter par la suite. Donc je vous ai mis les références des packs et même des petites photos des packs et des chaufferies et des chaudières, pardon. Alors, niveau des résultats RE 2020, on a un BBio. BBio, c'est quoi? C'est la performance de l'enveloppe du bâtiment qui est bon, voire très bon, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que le BBio RE 2020, c'est 30% de moins que le BBio RT 2012. Au niveau de la consommation, c'est pareil, on est bien, les degrés heure également. Et c'est là où on voit les deux indicateurs IC énergie, où on est inférieur, donc ça c'est le poids carbone lié aux consommations énergétiques, on est sous le seuil 2025, et au niveau de l'IC construction, on est tout juste sous le seuil 2025 parce qu'on n'a pas choisi toutes les F2S dont je vous parlais tout à l'heure. Mais effectivement, quand on voit ce niveau-là, on va faire un dernier petit effort pour aller essayer de chercher le seuil 2025. Voilà pour les résultats d'un point de vue réglementaire. Au niveau du DPE, effectivement le DPE 9, on parlait des futurs occupants ou même des investisseurs qui veulent acheter des appartements et les mettre en location. Ça, c'est un indicateur important pour eux. Donc on a un DPE A, donc c'est une très bonne nouvelle. Avec 56 logements en étiquette A, pardon, et 21 logements en étiquette B. Oui, parce que en fait, ça, c'est le DPE du bâtiment, c'est pas le DPE appartement par appartement. Si vous avez un appartement qui se trouve au dernier étage avec une grande toiture orientée plein nord, il a une moins bonne étiquette que l'appartement plein sud qui évidemment consommera moins. Et ça, c'est pris en compte. Le sujet de l'acoustique, là on parlait du petit local, t'en parlais tout à l'heure, la maison en toiture pour traiter l'acoustique. Donc là je vous ai mis une petite coupe. Dans la réalité c'est un poil plus complexe que ça, mais c'était pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. L'idée étant de ne pas faire de bruit pour les voisins, mais on voit que d'un point de vue réglementation, il y a un sujet, c'est que on n'a pas le droit, il y a un sujet d'émergence, on n'a pas le droit de faire du bruit chez les voisins. Mais finalement, on aurait le droit de faire du bruit pour les occupants. Donc là, il y a un petit loup quand même dans la réglementation. Tout ça est en train de bouger parce que, comme je vous disais, la pompe à chaleur, c'est tout nouveau et il y a tout un tas de sujets qui sont en train d'être défrichés. Alors, on a modélisé, alors ça, c'est pas notre projet, mais c'est pour vous donner un exemple. On a des outils 3D pour modéliser le bâtiment, les packs et leur environnement, pour mesurer le bruit qu'il va y avoir chez les riverains et aussi sur les appartements du projet. En fonction des traitements acoustiques à prévoir, parce que ça, c'est quand même extrêmement important, ça va être sujet malheureusement à pas mal de sinistres, je pense qu'il ne faut pas trop se le cacher. Donc un traitement acoustique avec des plots anti-vibratiles. Qu'est-ce qu'on indique ici sur cette illustration? C'est qu'idéalement, il faut que le centre de gravité de la pompe à chaleur soit bien au centre, parce que s'il est sur des ressorts et qu'il se décale, il va rentrer en oscillation, c'est pas terrible. Autre traitement acoustique, donc là il n'y en a pas sur l'illustration de gauche, et vous voyez en fait on se retrouve à mettre, alors là dans notre cas à Mantes on était à l'intérieur d'un local, c'est presque plus simple. Ici en fait on est obligé de mettre des pare-vues acoustiques, et ici sur cette opération là qui n'est pas celle de Mantes, on a même voulu végétaliser pour essayer d'intégrer la protection acoustique et qu'elle soit plus agréable. Alors ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que finalement, entre l'outil RE 2020 dans les points de vigilance, l'outil RE 2020, la construction, la réalisation et le budget des occupants, malheureusement, il y a quand même un delta. En RE 2020, on est sur du conventionnel. En fonction de ce qui s'est passé durant toute la vie du bâtiment, l'intervention du mainteneur, l'utilisation qu'en ont les occupants, des fois, il y a des dérives. Donc c'est vrai que finalement, nous sur la partie gaz, comme je vous le disais, sur les installations gaz, c'est des installations qui sont plutôt robustes, tandis qu'une PAC, elle ne va pas du tout aimer les on-off. Donc c'est-à-dire qu'au niveau du dimensionnement et de la vie du projet à l'exploitation, il faudra être extrêmement vigilant.
Également sur la régulation, je vois le temps file, donc je me dépêche. En fonction, là encore, de comment est-ce qu'on avait imaginé réguler la PAC. Est-ce que la PAC, elle marche tout le temps ou est-ce qu'elle ne marche que quand il fait plus de 2,5 degrés? Il y a tellement de possibilités que d'ailleurs, on ne peut pas saisir dans le moteur de calcul, qu'il faut intégrer et décrire pour que les installateurs puissent réaliser ça. Je te laisse conclure. Ouais. Eh ben, merci à tous les deux, merci à tous. Donc on a terminé. Je ne sais pas si on a du temps pour prendre des questions. On me dit oui, très bien. On est à votre disposition si vous avez des questions. Et on est bien évidemment sur le stand de GRDF pour vous accueillir. Merci à tous. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez faire varier le fonctionnement des machines en fonction du coût du kilowattheure? Basculer de l'élec au gaz en fonction du coût du kilowattheure? Alors, non, en fait, pour le moment, on va plutôt aller chercher de la simplicité, parce que déjà, quand on essaie de faire simple, ça ne marche pas. En fait, non, mais c'est vrai, c'est une réalité. Donc déjà, de se dire, si on arrive à faire en sorte que la PAC fonctionne quand on a imaginé qu'elle tournait, déjà, on aura gagné. Après, de dire en fonction du coût du kilowattheure, on arrive à optimiser avec le dépassement de pointe, tout ça. Ça, c'est plutôt pour des grosses installations. Plutôt, ça se fait dans l'industrie notamment. Là, sur du logement, c'est pas des optimisations qu'on fait. Et le risque d'aller chercher cette optimisation, on dit parfois que le mieux est l'ennemi du bien. C'est un peu ce risque-là de vouloir aller chercher du kilowattheure pas cher. Et puis en fait, l'installation, elle fonctionne pas du tout comme elle devrait. Et je pense qu'il vaut mieux y aller sur des choses simples. Alors pour compléter peut-être ta réponse, Jean-François, sur la régulation, je pense que c'est fondamental que sur les premières installations, vous fassiez des instrumentations pour engager à la fois le fabricant, votre bureau d'études, mais aussi l'exploitant dans la conformité de ces engagements, puisque l'enjeu il est vraiment sur la régulation, l'hybridation en usage, on sait faire, c'est pas un sujet. Sur les régulations existantes aujourd'hui et énoncées par les fabricants, on a effectivement la régulation sur la température extérieure et la performance des deux systèmes, et on a la régulation sur le prix des énergies, notamment pour deux fabricants. Mais effectivement, moi à date, j'ai pas vu encore d'opération sur le sujet, mais il n'empêche que les bailleurs sociaux sont extrêmement intéressés par cette régulation sur le prix des énergies pour pouvoir basculer leur système aussi en fonction des coûts. Donc je pense que ça sera un enjeu à moyen terme de permettre ce type de régulation. Dans un deuxième temps. Gérard, senior architecte, quelle est la durée de vie de ces installations? C'est une très bonne question. Alors, en théorie ou en pratique? Non, en théorie, effectivement, les packs, c'est plutôt l'ordre d'idée, ça va être entre 15 et 20 ans. Alors ça, c'est intégré aussi dans l'ACV, il y a un taux de renouvellement. Par exemple, pour les revêtements de sol, une moquette va avoir un bilan carbone plus faible que du carrelage, mais il y aura un taux de renouvellement, donc ça, on va l'intégrer. C'est vrai que là-dessus, il faut faire des choix qui sont théoriques. Après, même si c'est théorique, ça a l'avantage on se pose la question. C'est perfectible, ça c'est clair, tout ce qui est ACV, RE, tout ça. Mais au moins, voilà, on intègre enfin le carbone dans la construction et c'est ça qui est un bon début. Mais effectivement, il y a peut-être des petites choses à améliorer. Donc on me dit, ça veut dire qu'on doit arrêter à nouveau, nous vous remercions.